Retour sur France 24, l'essentiel, la suite. On va plus loin à présent avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Bonjour. Et Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Joe Biden face à Donald Trump. L'affiche de la présidentielle de novembre devrait gagner encore en probabilité dans les prochaines heures. Des millions d'Américains sont appelés à voter dans une quinzaine d'États. Le Super Tuesday qui permet d'attribuer le plus grand nombre de délégués en vue des investitures côté républicains et démocrates. Et puis une situation toujours hors de contrôle en Haïti. Les gangs ont pris possession de la capitale, Port-au-Prince, empêchant le Premier ministre Ariel Henry de rentrer du Kenya, avec notamment des affrontements autour de l'aéroport. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est l'affrontement dont personne ne veut, en tout cas qu'une majorité d'Américains rejette si l'on en croit les sondages, et pourtant qui semble inévitable. Trump-Biden, à l'issue de cette soirée, les deux seniors de la politique devraient être un peu plus proches de décrocher l'investiture de leur parti à la présidentielle de novembre. Pas moins d'une quinzaine d'États votent ce mardi dans la course aux primaires. Le Super Tuesday, comme on l'appelle aux États-Unis, le mode d'emploi en images, nous est expliqué par Bilal Tarabay. Le Super Tuesday ou Super Mardi en français, un mardi très grand format. Des dizaines de millions d'Américains votent pour les primaires démocrates et républicaines. Cette année, dans une quinzaine d'États à travers le pays. Minnesota et Iowa au nord, Alabama, Tennessee au sud, le Vermont, l'Utah et les deux poids lourds, le Texas et la Californie, pour désigner leurs candidats préférés dans chacun des deux partis qui s'affronteront le 5 novembre pour la Maison-Blanche. Le premier Super Tuesday date de 1988. À l'époque, les États du Sud, conservateurs, ont souhaité organiser leurs primaires le même jour pour se donner plus de poids dans l'élection. Car ignorer un État est possible, mais en ignorer 5, 10 ou 15 qui votent le même jour est extrêmement périlleux dans la course au nombre de délégués et donc à l'investiture. Cette année, 35% des délégués républicains et 36% des délégués démocrates sont en jeu ce 5 mars. Le Super Tuesday permet donc pour un candidat de creuser l'écart ou bien de rattraper son retard. Ce fut le cas de Bill Clinton en 1992 qui fit entrer le Super Tuesday dans la légende après une remontada spectaculaire lors de ce scrutin avant de remporter la présidentielle. Voilà, direction Washington. Mathieu Mabin, vous couvrez l'actualité américaine pour France 24. On arrive encore à se passionner aux États-Unis pour ces primaires courues d'avance ? Est-ce qu'on arrive encore à se passionner pour ces primaires et pour ce scrutin en général ? J'ai envie de dire oui, on n'a pas tellement le choix en réalité. Les enjeux sont tellement importants pour les États-Unis, évidemment, mais je dirais de manière un peu intéressée que l'enjeu de la présidentielle américaine est aussi absolument capital pour le reste du monde, et notamment cette partie du monde où vous vous trouvez, Raphaël. Les sujets de politique étrangère manipulés en ce moment par la Maison-Blanche et par extension par le département d'État, le Pentagone, sont absolument majeurs, et si l'Amérique ne peut pas se permettre de placer dans le bureau ovale un président défaillant, j'ai envie de dire que l'Europe non plus ne peut pas se le permettre. Et l'actualité chez vous ces derniers jours le démontre encore. Qu'est-ce qu'il va advenir de l'Ukraine quand Donald Trump retournera à la Maison-Blanche ? Quels vont être les projets de Vladimir Poutine dans les 2 ou 3 prochaines années si Joe Biden se succède à lui-même ? C'est à ces questions-là qu'on fait face ici, à la tête d'une Amérique qui, visiblement, ne dissuade plus grand monde, le président américain, en tout cas ne dissuade plus grand monde, en tout cas pas Moscou, pas même les Houthis du Yémen et pas Bachar al-Assad non plus. Non, l'enjeu est absolument colossal, on l'a compris évidemment, mais vous avez raison de poser cette question. Il y a ici aux États-Unis et jusqu'à Washington, qui habituellement accueille quand même la population la plus sensible aux grandes questions de politique intérieure américaine, il y a ici un sentiment largement répandu de lassitude, d'angoisse, il faut dire le mot, aussi de part et d'autre de l'échiquier politique, devant un choix qui finalement ne satisfait qu'une toute petite minorité d'Américains, il faut le dire, avec des démocrates qui ont collectivement pris conscience que les facultés de leur président sont probablement déclinantes et qu'il est aujourd'hui le seul rempart face à leur cauchemar, le retour de Trump. Et puis de l'autre côté, des républicains qui, dans leur majorité, s'ils ne sont pas des admirateurs de Donald Trump, se sont au moins habitués, voire soumis
à sa présence. Mais ce qui est certain, c'est que de cette primaire mobilisera moins elle mobilisera moins que les précédentes, et même si les chiffres ne sont pas encore tous disponibles, il suffit de s'être rendu quelques fois ces dernières semaines et ces derniers mois dans quelques bureaux de vote à travers le pays pour se rendre compte que ne voteront pour ce Super Tuesday que le dernier carré des adhérents des partis et parmi les plus motivés. Oui. Patricia Lémonière, comment expliquer que Trump-Biden, ce duel que rejette la majorité des Américains, s'impose malgré tout comme un rouleau compresseur? Est-ce la faute au système de vote ou est-ce la faute tout simplement à la figure même de Donald Trump qui à la fois mobilise un noyau dur de fidèles d'un côté et puis provoque d'une certaine manière un vote utile dans le camp d'en face? Je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Si vous me permettez de répondre comme ça, c'est effectivement un peu parce que le système de vote est très spécial aux États-Unis. Et puis c'est aussi parce que, d'abord, quand un président est élu une première fois, c'est par tradition lui qui se représente pour la prochaine élection. Et en plus, le Parti démocrate est à ce point éclaté qu'ils se disent... Ils avaient convenu, les démocrates, de garder Biden parce que c'était leur rassembleur. Quant au président Biden, il est convaincu qu'il est le seul à même de battre Trump. Et quant à Trump, il a tout fait pour se réimposer, effectivement, depuis qu'il a perdu l'élection. Il a mobilisé un corps, enfin ce qu'on appelle un nœud très dur au sein du parti. C'est ce nœud que l'on voit chaque fois, effectivement, dans tous ses meetings. Ses ennuis judiciaires lui ont profité parce que c'est un homme qui a de la gouaille, qui sait faire des pitchs, enfin qui sait parler, c'est un homme de télévision en quelque sorte. Et donc on est dans une ère de télévision et donc Trump s'est imposé parce que c'est une bête de télé en quelque sorte. Il s'est imposé sur son socle. Et puis en troisième point, eh bien, parce que l'Amérique est profondément aussi divisée et que les théories du complot font partie de l'ADN de l'Amérique depuis la nuit des temps. On n'a qu'à penser au McCarthyisme et à tout ça, et que Trump a joué là-dessus. Donc, si vous voulez, c'est ce mélange de situations, enfin de partis, d'élections, du mode d'élection et de ces deux candidats qui sont là. Mais quand on regarde, moi je vous ai amené à un sondage que doit avoir aussi Mathieu, on a posé la question aux Américains, est-ce qu'ils pensaient que leur président était vraiment trop vieux pour être président. 21% estiment que oui, vraiment, Trump est trop vieux. Ils en sont partiellement convaincus. 47% pensent que Biden est trop vieux. Ajoutez à cela, 21% pensent que Trump est vieux en général, donc ça fait un total de 41. Et par contre, pour Biden, ça fait un total de 75. Donc il y a un différentiel aussi dans la perception de l'âge, alors qu'ils n'ont que 3 ou 4 ans d'écart. Il y a un différentiel au niveau des Américains dans la perception de l'âge. Bruno, vous comprenez que ce soit ces deux candidats aujourd'hui qui occupent le haut de l'affiche? Non. Non. Forcément. Non, enfin, je sais pas, comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a une infantilisation de l'électorat américain, pour dire les choses? Il y a une infantilisation, ou alors c'est eux-mêmes qui s'infantilisent, parce que moi je suis pas tellement sur la lecture du fait que le mode d'élection, il est imparfait, mais comme dans tous les pays. Il est indirect. Oui, il est indirect, mais on dit ça plus souvent quand ça dysfonctionne, plus à cause des acteurs de ce système. Là, c'est les acteurs qui posent problème. Biden parce qu'il est jugé trop âgé, oui. Et Trump parce qu'il est Trump, il a ses casseroles, il est très clivant, etc. Et surtout, visiblement, d'après les sondages, effectivement, l'opinion publique ne voulait pas à nouveau de ce match. Bon, mais regardez ce qui s'est passé en France en 2022. Oui. Les gens n'étaient pas, dans les sondages, ne voulaient pas non plus à nouveau d'un match Macron-Marine Le Pen. Bon, voilà, ils l'ont eu, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est la faute du système, ou est-ce que c'est à l'intérieur des partis qu'il n'y a pas de renouvellement, ou est-ce que c'est ceux qui sont en poste qui ne veulent pas partir? Je veux dire, un peu comme Patricia, un peu de tout ça. Et sans doute un peu du talent, peut-être, de ces deux candidats à occuper le terrain dans leurs partis respectifs, à avoir empêché toute candidature d'éclore. Oui, alors, c'est une forme de talent. Alors, notamment, ça c'est clair chez Donald Trump, qui a eu quand même au départ, je crois qu'il avait 12 ou 13 challengers en face. Il a tué Ron DeSantis. Il a tué notamment Ron DeSantis. Il a du mal à tuer Nikki Haley, mais enfin, ça va bien finir par arriver. Mais le président Biden, lui aussi, en fait, n'a pas...
Alors lui, il n'a pas tué ses challengers, mais enfin, il n'a pas véritablement permis à une relève d'émerger. Il n'a pas vraiment laissé de place à sa vice-présidente. On l'a vu réapparaître il y a quelques jours sur la crise à Gaza. Alors qu'on pensait que son premier mandat serait un tremplin pour Kamala Harris. Oui, c'était ça ce qu'on nous avait laissé croire, mais en fait, une fois qu'on y est, on ne peut pas facilement en partir. Mathieu, on imagine encore qu'un événement puisse faire dérailler ce scénario, une condamnation de Donald Trump, un renoncement de Joe Biden, voire l'émergence d'une troisième voie ? Oui, absolument. Tout est possible et je dirais que c'est un petit peu ce qu'en secret l'électorat profond, s'il existe aux États-Unis, appelle de ses voeux ou espère en silence. Même si effectivement un face-à-face, par exemple, entre Nikki Haley et Kamala Harris redynamiserait incontestablement ce scrutin, attention, il ne nous appartient pas de l'appeler de nos voeux, que les choses soient bien claires évidemment, mais oui, cela aurait par exemple au moins l'avantage du 9 et avec 2 femmes candidates. L'Amérique pourrait enfin, et je dirais à nouveau, surprendre comme elle l'a fait en 2008 par exemple. Mais très sincèrement, ce n'est pas aujourd'hui le scénario le plus plausible. Attention, la probabilité pour que Donald Trump soit empêché n'est pas totalement écartée, il faut bien garder ça à l'esprit, même si les signaux qui sont sortis de la Cour suprême des États-Unis ces derniers jours laissent plutôt penser que Donald Trump pourra faire campagne et être candidat, non seulement sans être dérangé par la justice, mais je dirais même galvanisé par parce qu'il présente, comme on le sait, un harcèlement judiciaire selon ses formules. Donald Trump a 77 ans. Il n'est pas non plus à l'abri qu'il lui arrive quelque chose. Il est à l'abri de rien et en cela, il partage une part de destin potentiel commun avec Joe Biden qui, chaque semaine, lui, pour le coup, donne une bonne raison aux piliers du Parti démocrate, pas seulement aux militants, de réfléchir à une alternative. C'est vraiment une situation unique dans l'histoire, ça c'est clair. L'impression que les électeurs américains, comme vous le disiez à l'instant sur votre plateau, héritent de 2 candidats dont ils n'ont pas vraiment voulu. Et pour finir, là où c'est une performance quand même, c'est que le système électoral américain dont vous parlez à l'instant, normalement, empêche cela. Puisque c'est un scrutin à un tour et qu'en temps normal, celui qui émerge de la primaire, c'est le champion, toute catégorie de son parti en tout cas, ou au moins le plus habile. C'est peut-être la deuxième option à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui. Oui, Patricia Lémonière, on voit, vous évoquiez les sondages. J'ai vu il y a 2 jours un sondage qui montre qu'une très grande majorité des Américains, plus des 3/4, reconnaissent ou en tout cas s'inquiètent du déclin cognitif de Joe Biden, ce qui était longtemps un tabou, ce qui est une question officiellement posée, mais également des approximations nombreuses de Donald Trump. Ici, en Europe, en France, on regarde avec inquiétude à la fois la perspective d'un Donald Trump avec les risques pour l'alliance transatlantique, mais aussi d'un Joe Biden dont on ignore finalement sa capacité à tenir le choc d'un éventuel deuxième mandat. Déjà, il va falloir qu'il fasse et qu'il se ménage beaucoup pour la course à l'élection. Ouais. Parce que vous savez, les campagnes américaines, c'est un vrai marathon. Et donc, il va vraiment falloir, là, pour le coup, qu'il s'appuie. On voit déjà qu'il la lance. La première, il l'avait faite en partie de son basement. Ça avait lui été longtemps voilà, reproché. Mais là, c'était la suite du Covid. C'était beaucoup plus facile. Là, il n'y a plus de Covid pour expliquer qu'on ne parcourt pas l'Amérique et qu'on n'arrange pas les foules. Donc, je pense que la campagne va être très difficile pour lui. Que nous, on s'inquiète, oui, bien sûr, on s'inquiète. On s'inquiète du côté de Trump qui est imprévisible. Là, il nous dit qu'il va sortir de l'OTAN, peut-être qu'il fera complètement quelque chose après si ça lui chante en quelque sorte, ou si ça ressemble servir ses intérêts. Biden, eh bien, il est fatigué, mais bon, il a géré les affaires du monde à sa façon, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais il l'a géré d'une façon plutôt apaisée, je dirais plutôt d'une façon 20e siècle que 21e siècle. Bon, maintenant, ceci dit, les vraies questions sur lesquelles vont débattre les Américains, c'est l'immigration. On l'a bien vu, les 2 candidats se sont précipités tous les 2 à la frontière. C'est pas l'OTAN, c'est encore moins l'Ukraine. Tout ça leur semble beaucoup, beaucoup très loin, même si ils s'en servent actuellement pour des tas d'autres gens. Mais les vraies questions, ça va être les questions d'immigration, qui n'étaient pas aussi importantes lors de la précédente élection, qui étaient là, mais beaucoup moins importantes. Donc là, Biden part aussi avec un peu de difficulté quand même, puisque il est d'abord les représentants l'empêchent de passer la loi qu'il voudrait passer pour
essayer de contrôler un peu ces débordements à la frontière. Et puis, il n'a pas fait grand-chose durant tout son mandat. Oui, c'est le bilan de Joe Biden qui mais oui, mais ce qui est étonnant, c'est que Joe Biden ne met pas vraiment en avant son bilan, qui est plutôt honorable. Et alors, on sait certes que les élections de plus en plus deviennent un show télévisé, surtout aux États-Unis. Mais de fait, alors Trump, on n'est pas surpris, mais que Joe Biden passe son temps à faire comprendre qu'il est le rempart contre Donald Trump, que ce sont les valeurs de la démocratie qui sont menacées, parce qu'en fait, pour le moment, c'est ça son principal argument. Il a tort, d'après vous ? Moi, je trouve qu'il aurait peut-être à gagner, puisqu'effectivement, sur un dossier, ça, c'est un dossier, l'immigration. Il part de fait avec un handicap, parce qu'il est démocrate, et face à Donald Trump, évidemment, c'est plus difficile de tenir un discours nuancé sur ces questions, même si les démocrates n'ont pas toujours été très nuancés sur ce dossier, y compris Barack Obama, je reprends la parenthèse. Ouais. Mais il y a d'autres dossiers sur lesquels il pourrait dire, là, vous voyez, mon bilan est quand même sur l'économie, sur la politique internationale, que ce soit face à la Chine, évidemment la guerre en Ukraine, sa gestion de la guerre à Gaza. Bon, là, c'est plus compliqué, parce qu'au sein même de son propre camp, on trouve qu'il a une position trop pro-israélienne. Là, il est effectivement resté très 20e siècle, c'est-à-dire l'attitude du Parti démocrate d'un soutien total à Israël. Ça commence à évoluer, parce que notamment les relations avec Benjamin Netanyahou sont exécrables, je crois qu'on peut employer le terme. Mais enfin, voilà, il pourrait mettre en avant Là, franchement, vous parliez d'infantilisation. Enfin, quand on voit les échanges entre les deux hommes, si vous me passez l'expression, ça vole pas haut quand même. Un dernier mot, Mathieu Mabin. Qu'est-ce qui explique effectivement cette difficulté de Joe Biden à mettre en avant son bilan ? Il est vraiment décrié aux États-Unis, ce bilan. Il est vu d'un mauvais œil par une majorité d'Américains ? Non, je crois. C'est vrai que c'est une question. C'est ce qu'abordait Bruno à l'instant. Le bilan de Joe Biden est tout à fait défendable, en tout cas selon les standards démocrates. Et effectivement, Joe Biden gagnerait à beaucoup plus se reposer sur son bilan. On a l'impression que depuis quelques semaines, et son discours de Valley Forge, à quelques heures de route d'ici, de Washington, lorsqu'il avait employé cette méthode qui ne lui ressemble pas, qui avait consisté à percuter Donald Trump de manière extrêmement frontale en comparant sa communication à celle de l'Allemagne nazie. On a l'impression effectivement qu'il a un peu renoncé à faire reposer sa campagne sur son bilan, alors que son bilan est tout à fait défendable, y compris effectivement dans le domaine de la politique étrangère. Bien sûr, il y a l'impasse du budget et le fait que Joe Biden ne parvient pas à envoyer cette aide indispensable à l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui. Mais dans d'autres domaines, le bilan est défendable. En tout cas, dans le domaine économique, on se souvient des grands textes passés par son administration, la relance des infrastructures, c'est ça son héritage. Bien sûr, il traîne quelques boulets, le droit des femmes à disposer de leur corps, qui s'est vu reculer de manière franche et directe durant son mandat. Mais c'est un peu étonnant, effectivement, que Joe Biden, alors que ce n'était pas le cas de la première campagne, s'abaisse, je dirais, au niveau de Donald Trump pour se battre sur son terrain, parce que sur ce terrain-là, il n'est clairement pas certain de gagner. Et il n'arrive pas à générer l'envie, en tout cas, pour sa candidature. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Mathieu Mabin, avec nous en direct de Washington. La situation, elle est toujours hors de contrôle en Haïti, ou plutôt ce sont les gangs qui quadrillent la capitale, Port-au-Prince. Ils disent vouloir renverser le Premier ministre, Ariel Henry, qui comptait rentrer du Kenya, mais s'en trouve empêché par les affrontements autour de l'aéroport international de la capitale haïtienne. Ludovic de Foucauld. Pas d'avion en circulation ni passagers sur place. L'aéroport international Toussaint Louverture était fermé au moment où des gangs lourdement armés ont lancé leur attaque. Les soldats haïtiens ont tenté de repousser l'assaut, tandis que des dizaines d'employés fuyaient sous les balles. La situation reste incertaine ce mardi matin. La situation est de pire en pire. La police nationale ne peut rien contre les assauts des bandes armées. Seule une force militaire peut nous aider dans cette situation. Il y a des tirs depuis ce matin. Ariel Henry devait arriver à l'aéroport à 4 heures. Le Premier ministre doit rentrer du Kenya, un pays qui a accepté d'envoyer en Haïti une force policière. Washington surveille la situation et estime qu'il est important que le Premier ministre rentre au pays. Cela souligne l'urgence de finaliser la mission de soutien multilatéral pour aider la police haïtienne.
L'attaque sur l'aéroport s'est produite quelques heures seulement après l'instauration d'un couvre-feu nocturne de plusieurs jours par les autorités, décidé à la suite d'assauts contre les 2 plus grandes prisons haïtiennes, lors desquelles des milliers de détenus se sont évadés ce week-end. Bilan, au moins 10 morts, dont des policiers. Les gangs contrôleraient jusqu'à 80% de Port-au-Prince, la capitale. Ils exigent l'arrestation du Premier ministre au pouvoir depuis 2021 et qui aurait dû quitter ses fonctions début février. Un pays qui tombe en déliquescence, Patricia, qui était déjà évidemment en très grande difficulté avant l'assassinat de son président, Jovenel Moïse, mais visiblement, en tout cas, c'est aujourd'hui encore qu'on solde les comptes. Oui, enfin, je dirais que ce pays est en déliquescence depuis presque sa naissance. Je veux dire, pratiquement... Et alors, quand on prend, on ne s'intéresse qu'à la fin du XXe siècle et à aujourd'hui, on voit que c'est une chute qui se précipite en quelque sorte. On a le départ des Duvalier, qui ont laissé quoi ? Les fameux tontons macoutes, déjà les précurseurs des gangs. Ils étaient là. Puis après, il y a eu le tremblement de terre, souvenez-vous, 2010. Et là encore, des tas de bandits qui sortent des prisons, plus de 1000, qui vont renforcer les gangs. Et puis, on sait très bien la gestion de ce tremblement de terre qui était catastrophique et qui n'a fait qu'accroître la puissance de ces gangs. C'est là où on a vu apparaître le fameux barbecue, qui fait régner la terreur aujourd'hui dans Port-au-Prince. Il y a bien eu la tentative, en 2018, d'essayer avec ce mouvement populaire, mais qu'a fait le pouvoir ? Qu'a fait le pouvoir depuis sa naissance ? C'est se servir pratiquement, depuis les Duvalier, c'est se servir de ces gangs pour empêcher l'émergence d'une situation où il n'y aurait plus de corruption, où la société haïtienne se serait gérée par elle-même. Et le dernier Premier ministre, qui est justement actuellement, on ne sait où, peut-être toujours au Kenya, je ne sais pas, en train de négocier sa force qui doit l'aider, kenyane, qui devrait aider à rétablir la situation, ce qu'elle ne fera pas, eh bien, il n'a pas fait autre chose. Il s'est appuyé sur les gangs pour gérer son pays. Et donc aujourd'hui, 80% de la ville de Haïti est aux mains des gangs. Ils sont ultra puissants, ils sont alliés aux politiques et c'est eux qui gèrent la situation avec le politique, avec la connivence du politique. Et je dirais plus loin, peut-être avec la connivence aussi des Américains, puisque les Américains et la communauté internationale soutiennent le politique. Oui, alors le paradoxe aussi de la situation, Bruno, c'est que ces gangs qui soutiennent sans doute, ou en tout cas qui gèrent peut-être main dans la main ou en connivence avec les politiques, prétendent dénoncer, parce que ce fameux Jimmy Cherizier, alias Barbecue, lui dit justement être en croisade contre les politiciens corrompus, au premier rang desquels, dit-il, le Premier ministre. Oui, c'est un peu l'énorme hypocrisie à Haïti, mais effectivement qui ne date pas d'hier. Alors Barbecue, en plus, il dit que là, ça y est, c'est fini la guerre, parce qu'en plus, il y avait la guerre entre gangs pour le contrôle du territoire. Là, il dit qu'ils ont fait une alliance des gangs, et qu'il a réussi à unifier tout ça, et donc il veut prendre le pouvoir politique. Donc là, on passe à un stade supérieur. Mais tellement le pouvoir politique est en déliquescence, notamment depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, dans des circonstances qui restent plus que suspectes, puisque certains proches de l'actuel Premier ministre, Ariel Henry, sont suspectés peut-être d'y être pour quelque chose. Et donc depuis, il n'y a plus vraiment de président de la République. C'est un gouvernement par intérim qui se reconduit de mois en mois. Et là, effectivement, Ariel Henry devait partir le 7 février dernier. Et il a dit justement, c'est là où c'est très pervers, parce qu'il a dit non mais moi je suis tout à fait pour le retour des élections libres et transparentes, etc. Mais tant que le problème sécuritaire n'est pas réglé, ce n'est pas possible. C'est l'argument sécuritaire qu'il a invoqué pour une nouvelle fois ne pas respecter en fait les engagements qu'il avait pris. Donc maintenant effectivement il est allé au Kenya. Pourquoi ? Parce que ni les Américains ni l'ONU, on se souvient comment ça s'est terminé, ni évidemment la France, le Canada, etc. ne veulent plus envoyer de troupes sur place, parce qu'au bout d'un moment ça devient ingérable, et avec les gangs et avec les populations. Bon, les Kenyans, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont accepté de plein gré d'envoyer ces policiers, et s'ils vont vraiment les envoyer. Apparemment, l'accord a été signé. Et là, moi, d'après ce que j'ai lu, Ariel Henry, il a quitté le Kenya, il est aux États-Unis. Voilà, et il demande aux Américains de l'aider à revenir en Haïti, puisqu'on l'a vu dans le reportage, il devait atterrir il y a quelques heures, mais voilà, l'aéroport n'est pas praticable. Ouais. Et visiblement, les Américains, là,
ne l'aide pas beaucoup à rentrer. Enfin, en gros, ils lui disent débrouillez-vous. Donc, vous voyez, on est dans une situation quand même qui devient presque incompréhensible à lire. Parce qu'avant, il y avait les intérêts des grandes puissances ou des anciennes puissances, des grandes puissances régionales, les États-Unis, bien sûr, le Canada, la France. Là, on n'arrive même plus à voir vraiment comment cette espèce d'enfermement dans un enfer de pire en pire, comment Haïti pourrait en sortir, en fait. Voilà, il n'y a plus vraiment de logique. C'est ça un peu le drame. Oui. En un mot, Haïti n'intéresse plus, d'une certaine manière, n'a jamais les grandes vraiment beaucoup puissances. intéressé. Haïti n'a jamais intéressé beaucoup, mais vous savez que l'année dernière, il y avait 56 guerres dans le monde quand même. Et de quelle guerre on a parlé ? De l'Ukraine, et puis maintenant, effectivement, du conflit et de la guerre qui se passe à Gaza, mais pas des autres. Vous faites bien de le rappeler, Patricia. Merci, c'est la fin d'On va plus loin. Merci d'avoir été avec nous, Patricia Lémonière, Bruno Darroux. Rendez-vous dans 4 minutes, la suite de l'essentiel.